C'est que ce livre, je le fais pour aussi, d'abord pour faire de l'histoire des luttes et des droits et de la conquête des droits, mais je le fais aussi pour réarmer les luttes du présent et les luttes du futur. Tous les droits commencent par des tentatives ratées, par des moments difficiles. Après, les luttes sont plus ou moins longues. Une très longue, c'est le droit de vote des femmes. Ça commence en 1789 ou attend 1944. Dans le genre long, ça se pose. Oh putain, c'est vache. Genre, c'est salaud, hein. Ah ouais, la défense des océans. Oh merde. C'est un peu le choix de Sophie. Très pervers comme question. Je dirais... C'est droits humains et droits des coraux. Ouais, non, c'est dégueulasse. Moi, je lis des historiens de droite. Je sais ce qu'ils pensent, mais s'ils font un travail historique, sérieux, documenté, etc., mais j'apprends plein de trucs. Ouais. 10 minutes pour sauver le monde. Bonjour et bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, le podcast de So Good qui ne dure pas 10 minutes et qui, à défaut de sauver le monde, sauvera peut-être votre journée. Aujourd'hui, on accueille une historienne un peu spéciale, une enseignante chercheuse, très loin du profil de mes profs d'histoire qui m'assommaient de dates sur la dynastie mérovingienne, je m'en souviens encore. Notre invitée, le Moyen-Âge, c'est pas forcément trop son truc. Pas trop, non. Elle est plus branchée mouvement révolutionnaire et maintien de l'ordre, le genre de prof que j'aurais aimé avoir au lycée. Bonjour Mathilde Larère. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va plutôt pas mal, dans ce monde de merde. Mais bon, vu qu'on va le sauver. N'est-ce pas ? Nous allons le sauver, on a une demi-heure pour ça. Mathilde, tu enseignes à l'université Gustave Eiffel et à Sciences Po Paris. Tu es engagée politiquement à gauche, tu le caches pas. La preuve, tu refuses la notion de neutralité historique. Ça veut dire que l'histoire n'est jamais neutre et que revendiquer qu'elle l'est, c'est une arnaque de la droite ? Oui, alors après, je suis pas la seule. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu fais de la recherche en histoire ou dans toutes les sciences humaines, tu sais très bien que c'est pas neutre, que de toute façon, dès qu'on cherche, on a un point de vue situé et que c'est justement quand on en a conscience qu'il y a des chances qu'on fasse une recherche de qualité. Donc voilà, je suis pas originale en la matière. Le truc, c'est que dans l'espace public, j'allais dire celles et ceux, mais en fait, c'est surtout ceux, genre Bern, Stéphane Bern, Ferrand, Deutsch, qui s'approprient un peu l'histoire publique. Ils ont tendance à dire qu'ils sont neutres, alors qu'en fait, ils sont complètement de droite. Ouais. On va y revenir au cours de l'émission. De toute façon, on a une demi-heure, on l'a dit, pour parler conquête des droits, lutte sociale et barricade en contreplaqué. 10 minutes pour sauver le monde. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. La retraite du groupe Les Vulves Assassines et ce slogan bien connu, tu commences à danser dessus. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. C'est quasiment le titre de ton dernier livre, Mathilde. C'est le titre. Et c'est grâce aux Vulves Assassines. Et c'est grave aux Vulves. Écoute, merci à elle. Le titre de ce bouquin, c'est On s'est battu pour les gagner, histoire de la conquête des droits en France, aux éditions du Détour. Nommer son livre d'après un slogan de manif, c'est pas anodin. Non, parce que justement, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce livre, je le fais pour aussi, d'abord pour faire de l'histoire des luttes et des droits et de la conquête des droits, mais je le fais aussi pour réarmer les luttes du présent et les luttes du futur. Donc oui, évidemment. C'est une forme de manif aussi. Oui, c'est vrai. Et la réforme des retraites de 2023, ce qui est intéressant, c'est que c'est une mobilisation qui n'a pas véritablement porté ses fruits, même s'il y a encore des négociations au niveau syndical et des tentatives parlementaires de la modifier. Mais justement, c'est une des grandes notes d'espoir dans ton livre, de chapitre en chapitre. On comprend qu'un droit, il s'obtient dans le temps long, dans des tentatives manquées, dans des défaites. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples historiques marquants de ces tentatives ratées qui ont finalement donné quelque chose de satisfaisant ? En fait, tous les droits. Tous les droits commencent par des tentatives ratées, par des moments difficiles. Après, les luttes sont plus ou moins longues. Une très longue, c'est le droit de vote des femmes. Ça commence en 1789 ou attend 1944. Dans le genre long, ça se pose. Longue haleine. Voilà, avec une succession d'échecs. Là, vraiment, il n'y a rien qui est obtenu. La limitation du temps de travail, et alors, limitation du temps de travail dans la vie, dans l'année, dans la semaine, dans la journée, parce que c'est évidemment complexe. Là aussi, tu as une histoire qui est plus ou moins longue. Il y a d'abord eu le dimanche en 1906. Après, il y a C'est qu'avant, on travaillait le dimanche. Oui. Il faut le savoir. Ouais.
En fait, c'est à cause de la République qui était anticléricale et pour faire chier l'Église et au passage pour faire plaisir au patron, hop, double effet qui se coule, on travaille le dimanche. Ouais. Sachant que donc ça veut dire que c'est grâce à l'Église quelque part qu'on n'a pas travaillé le dimanche pendant longtemps. On peut les remercier pour ça. Sauf qu'on devait peut-être aller à l'église plutôt que de prendre du temps pour manger avec sa famille. C'est exact. Alors, manger avec sa famille, on pouvait, mais en revanche, on ne pouvait pas faire la fête. Ce qui fait que pendant tout le 19e siècle, travailleurs et travailleuses vont faire ce qu'ils appellent, en rigolant, la Saint-Lundi. C'est-à-dire que le dimanche, ils font bien ce que dit l'Église, à savoir aller à la messe et puis être sage, etc. Et puis le lundi, ils boivent, ils dansent, ils s'éclatent. Bon, il n'y avait que les ouvriers et les quelques ouvrières les plus qualifiées qui pouvaient le faire, parce que là, résultat, ce n'était pas payé. Alors, ça a bien changé, parce que maintenant, le lundi, c'est une des journées les plus difficiles de la semaine, et c'est une phrase que tu reprends souvent. Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez le capitalisme. Elle n'est pas de moi, elle est d'un philosophe d'Amérique slovène. latine. Ah non, de Slovène, oui, c'est Slavek Žižek, que j'ai toujours du mal à prononcer. Moi aussi, c'est pour ça que je t'ai laissé le faire. Ouais. Parce qu'en plus, la dernière fois que je l'ai prononcé, je l'ai mal prononcé, je me suis fait enculer. Ça sera mon tour cette fois. Dans ce livre, Mathilde, on s'est battu pour les gagner, histoire de la conquête des droits en France. On découvre la longue histoire de nos droits sociaux et des luttes pour les acquérir. Des droits basiques, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte de tous ces combats, de toutes ces luttes qui ont été menées pour pouvoir voter, pour pouvoir travailler dignement, s'instruire, s'associer, manifester, disposer de son corps, souvent obtenu par la rue, les barricades, les piquets de grève. Si on prend par exemple la législation sur l'avortement, tout est loin de s'être joué juste par la loi Veil de 1975. On commençait à en parler tout à l'heure. De façon générale, c'est-à-dire que le problème, c'est que quand on demande, il suffit que tu tapes sur Internet, je sais pas, n'importe quel droit, on va te donner une date, un nom. La date, c'est le moment où le droit a été sanctionné par une loi, et le nom, c'est le ministre qui a posé son nom en bas de la loi. Sauf qu'en général, derrière, tu as des foules et des foules de combattants, de combattantes, de militants, de militantes qui sont battus pour acheter le droit. Donc oui, effectivement, pour prendre l'exemple du droit à l'avortement, le droit à l'avortement, il est impossible sans le MLF, sans choisir, sans le planning familial, sans tous les avortements par aspiration dit Carman qui ont été organisés par le MLAC et le planning familial à partir de 73, sans ce soutien massif des manifestations. Enfin, c'est énorme la mobilisation pour le droit à l'avortement. Et avant, il y avait eu une mobilisation tout aussi importante qu'on oublie parce que en général, on pense plus au droit à l'avortement, mais le droit à la contraception, ça n'a pas été si facile non plus. Et Dieu sait que c'est important, le droit à la Dieu sait pour la contraception, j'avoue que c'est assez drôle. Mais c'est hyper important. On comprend aussi que la lutte, elle est à double tranchant dans ce bouquin. Elle peut l'emporter malgré des défaites, on commence à le voir. Elle peut aussi être défaite après des victoires. On peut perdre des droits. C'est-à-dire que rien n'est jamais gagné. Mais rien n'est jamais perdu. Et rien n'est jamais perdu. Donc à la fois, il y a une forme d'optimisme et en même temps une forme de réalisme dans ces axiomes-là. Il y a Ambroise Croizat que il me semble que tu aimes bien, qui est donc ministre communiste du Travail en 1945, artisan de la sécurité sociale. Il dit une phrase que tu cites, il me semble: ne parlez pas d'acquis sociaux, parlez de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarmera jamais. Ça veut dire qu'il faut toujours lutter. Oui, mais oui, il y a cette phrase. Alors, il paraît qu'en fait, il ne l'aurait pas dite. Le problème, c'est qu'il y en a tellement mais elle est souvent associée à son nom. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu qui d'autre que lui l'avait dit. Mais on m'a dit, c'est pas sûr. Bon, mais en tout cas, il pouvait la penser parce qu'il y a tout un tas de textes dans lesquels il dit plus ou moins l'équivalent. C'est la même chose que ce que dit Beauvoir. Beauvoir parlant que des droits des femmes, mais c'est applicable à tout. Souvenons-nous qu'il suffira d'une crise démocratique, économique, etc. pour que les droits des femmes soient remis en cause et les droits humains soient remis en cause. Donc oui, c'est une histoire qui est... Actuellement, on est plutôt dans une période de reflux, on ne va pas se mentir. Donc on voit qu'il y a ces moments. Et d'où, pour moi, l'importance de raconter cette histoire longue, faite parfois de reflux, d'aller-retour, pour pas décourager Billancourt, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est important parce que si on ne regarde que les droits qui reculent actuellement, on perd l'envie de se battre pour les conserver. Et surtout, en fait, il faut même qu'on
se battent pour en avoir de nouveaux. Enfin, je veux dire, le droit à un environnement sain, c'est un beau combat qu'on peut mener. On peut continuer à limiter le temps de travail. Elle sait que c'est l'une des peut-être des capacités les plus puissantes de l'histoire. C'est justement dans une période, comme tu commences à le dire, où on régresse au niveau des droits humains, au niveau des droits des femmes, en termes de lutte environnementale, sur le plan même de la guerre et du respect du droit de la guerre, du droit international. Ça fait du bien de se rappeler que c'est pas des luttes linéaires, qu'il y a des victoires, qu'il y a des défaites, et que c'est vraiment sur du temps long que se produit l'acquisition, ou plutôt la conquête de droits sociaux. Ça me fait penser à cette phrase d'Annie Ernaux. Elle dit « La lutte est sans fin, mais après tout, pourquoi pas ? C'est bien la lutte ». Ouais, et moi je mets à la fin un slogan que j'ai vu sur une pancarte c'était une professeure qui manifestait dans les atteintes contre l'école et qui disait à la fin on va gagner. Et si on n'a pas encore gagné, c'est parce que c'est pas encore fini. Et de fait, enfin je veux dire sur cette histoire que j'ai fait que sur 2 siècles, hein, mais oui, enfin, pour reprendre le droit de vote dont je parlais tout à l'heure, les suffragettes des années 1880, les suffragettes des années 1910, 1920, elles n'ont pas vu, en fait, le nombre de femmes qui se sont battues pour les droits des femmes, et notamment les droits politiques des femmes, et qui étaient mortes quand, finalement, ça a été reconnu, quoi. Accepter que ce ne sera pas de son vivant. Tu en parlais de ce backlash, de ce risque de retour de bâton, comme pour le masculinisme à la Maison-Blanche, pour ne citer que ce phénomène-là. Est-ce que c'est le même genre de phénomène, par exemple, je pensais à celui-là, qu'à la Révolution française, quand les femmes se réunissaient dans des clubs, revendiquaient leur droit de vote, mais qu'en 1804, le Code civil est adopté sous Napoléon, et qu'elles retrouvent un statut patriarcal. Est-ce qu'on est sur ce genre de backlash ? C'est très clairement un backlash, et c'est un backlash d'autant plus fort, mais ça c'est le propre d'ailleurs de l'histoire des droits des femmes en France, c'est que les droits des femmes ont avancé dans les périodes révolutionnaires. Ce qui fait qu'au sortir de ces périodes révolutionnaires, le backlash antiféministe s'articule complètement imbriqué avec une contre-révolution. Et donc, les retours en arrière sont particulièrement violents dans notre histoire parce qu'il y a eu cette association sur le terrain comme dans les idées entre l'idée d'une révolution sociale, politique, juridique, etc. et l'avancée des droits des femmes. Alors que dans d'autres pays où les droits des femmes ont avancé indépendamment de périodes révolutionnaires, les backlash ont été moins violents. Le 29 avril 1945, les Français se rendent dans leur bureau de vote pour les élections municipales. Les Français, mais surtout les Françaises, car pour la première fois de l'histoire de France, les femmes ont le droit de voter. Un an plus tôt, le 21 avril 1944, une ordonnance du général de Gaulle leur accordait enfin ce droit pour lequel elle s'était battue depuis plus d'un siècle. Les Françaises sont alors merci au général de Gaulle pour le droit de putain, vote, ça m'énerve. Non, mais femmes. je te jure, ça m'énerve. Il a juste signé le papier, ça avait été voté d'abord à l'Assemblée d'Alger. Enfin, il y a quand même un moment... On est en plein dans le sujet. Mais c'est la même chose sur la Sécu. On dit toujours que c'est De Gaulle qui a créé la Sécu. Bah non, pas du tout. Et c'est que Ambroise Croizat a commencé à reprendre un petit peu grâce au film de Perret. Le film de Gilles Perret a joué beaucoup dans cette reconnaissance. Et alors c'est que pour revenir au... Et par ailleurs, Croizat, il est rien sans les militants et militantes CGT. Enfin, eux aussi, quoi. Et eux, leurs noms, on les connaîtra jamais. Ce sont tous les invisibles, tous les invisibilisés de l'histoire pour lesquels tu te bats, justement, et pour lesquels tu essaies de redonner un peu de lumière. Et justement, donc derrière De Gaulle, il y a toutes ces personnes invisibilisées qui ont poussé pour ce droit de vote. Il y a cet exemple que j'aime bien, l'association La Femme Nouvelle. Louise Weiss. Et oui, voilà, poussée par cette militante du droit des femmes, Louise Weiss. Alors, je raconte peut-être l'histoire en 2 mots, moi que tu vas peut-être la raconter. C'est cette affaire, tu sais, en 1936, lors de la finale de la Coupe de France. Elle fait plein de trucs. En fait, Louise Weiss, elle commence à militer pour le droit de vote des femmes. Avant, elle militait, enfin, je veux dire, c'est une journaliste, elle est favorable à la paix, c'est une pacifiste, elle défend l'idée européenne, bon, bref. Et elle s'engage vraiment sur le terrain du suffragisme en 1934, créant la Femme Nouvelle. Et son idée, c'est, en fait, il faut qu'on parle de nous tout le temps. En fait, elle s'inspire beaucoup des suffragettes anglaises, des Pankhurst, et elle dit, voilà, il faut qu'on soit en permanence à la une des journaux, dans les actualités ciné. À l'époque, on avait les actualités avant le film. Prendre la place. Voilà, il faut tout le temps qu'on soit là, il faut qu'on prenne de la place. Et donc, elle va multiplier des actions qu'on dirait maintenant d'agite propre. Alors, ça peut être s'enchaîner
d'un côté à l'autre de la rue Royale, ce qui fait que c'est un embouteillage monstre, donc tout le monde en parle. Ça peut être donc pour la Coupe du Monde, elles arrivent, par la Coupe du Monde, la Coupe de France de foot. Football, ouais. Elles arrivent et alors là en fait, ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas trop marché parce que les journaux n'en ont pas beaucoup parlé. Mais elles lâchent des ballons auxquels elles ont accroché une étiquette. La Française doit voter lors de l'entrée. La reprise de parlementaires après les élections du Front Populaire, où elle se présente. Elle se présente, alors elle se présente sans pouvoir avoir... Elle sait qu'elle ne sera pas élue, c'est une élection fictive, mais voilà, comme ça on parle d'elle. Et elles vont apporter alors aux députés des fleurs, le myosotis, qui est une fleur qui, paraît-il, veut dire « ne m'oublie pas », et donc voilà, ne nous oubliez pas pour le droit de vote. Et puis après, aux sénateurs, elles vont leur apporter des chaussettes dans une petite boîte, parce que les sénateurs avait dit retournez à vos chaussettes, enfin voilà, et donc il y a écrit ne vous inquiétez pas, vos chaussettes seront reprisées même si nous avons le droit de vote. Donc elles n'arrêtent pas, il y en a en permanence. Et c'est des méthodes d'action directe qui ont essaimé et qui ont inspiré, parce que le fait par exemple de bloquer, de s'enchaîner sur une route, je pense au collectif Just Stop Oil en Angleterre qui l'a fait pareil, qui a fait ou Extinction Rébellion l'a vachement fait, qui ont bloqué des routes également pour tenter d'alerter sur le climat. Bien sûr, et elles se font d'ailleurs arrêter. Oui, évidemment. Il n'y a pas de lacrymo, elles. Mais les méthodes ont changé, on va peut-être en parler dans la deuxième partie. Il y avait déjà de la lacrymo, mais on ne l'utilisait pas contre les suffragettes. Donc Mathilde, on arrive au milieu de l'émission, et ça veut dire que c'est l'heure du tu préfères. Tu préfères ou tu préfères? Tu préfères, ce jeu dilemme auquel on a tous déjà joué, ici basé sur l'actualité. On y va ? Tu préfères, Mathilde, que le Japon accorde à l'Ukraine un prêt de 3 milliards de dollars issus d'actifs russes gelés, ou que la Grèce interdise dans son archipel le plus riche en coraux, la pêche au chalut, une méthode très très destructrice des fonds marins? Oh putain, c'est vache, genre. C'est salaud, Ah ouais, la défense des océans. Oh merde. C'est un peu le choix de Sophie. Très pervers comme question. Bah, je dirais... Donc c'est droits humains et droits des coraux. Ouais, non, c'est dégueulasse. Je dirais le deuxième parce que je pense que, là, il faut que la Grèce interdise, alors que finalement, d'autres que le Japon peuvent prêter. On a compris que tu n'avais rien à faire de l'Ukraine. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais ça s'entend, c'est que c'est plus immédiat comme choix. Pour info, le ministre ukrainien des Finances vient bien de signer un accord avec l'agence japonaise de coopération internationale pour un prêt de 3 milliards de dollars, tiré des bénéfices des avoirs gelés au Japon, des avoirs russes, et je perds mes notes. Et pour la Grèce, son gouvernement vient d'interdire la pêche au chalut de fond, en effet, dans l'un des archipels les plus riches en coraux d'Europe. Et pour ta gouverne, sache qu'en 2030, ils l'interdiront dans toutes leurs aires marines protégées. Courageux. Bon, en fait, il faut que je préfère, mais les deux vont avoir lieu. Les deux vont avoir lieu. Ouf. Ce sont des actualités tirées de faits réels. Ouf. J'aurais peut-être dû préciser en début de jeu. Ouais, je pensais que c'était des projets. C'est des actus réels. Deuxième dilemme, Mathilde. Tu préfères que la Norvège instaure une taxe de séjour inédite contre les locations de type Airbnb qui détruisent l'économie locale, ou qu'un don record de 50 millions de dollars ait été offert pour développer la recherche sur l'endométriose en Australie, pays pionnier en la matière? Ouais, là, je veux dire, l'endométriose, là, c'est le réflexe droit des femmes. Réflexe féministe. Ouais, non, puis c'est tellement dégueulasse. Enfin, franchement, on a découvert l'endométriose en 1660, et après, il n'y a pas eu la moindre recherche jusque dans les années 2010. Enfin, c'est juste dingue, toutes ces femmes qui ont souffert et qui continuent à souffrir, alors que on a tellement d'années de retard pour les aider. Pour une maladie chronique qui touche une femme sur 10. Ah ouais, c'est dégueulasse. Si les mecs avaient de l'endométriose, il y aurait un vaccin. C'est une mannequin, j'ai oublié son nom, qui dit ça. Elle a raison, quoi. Il y a un don de 50 millions, en effet, qui a été fait auprès de l'université de Sydney pour accélérer le diagnostic et le traitement de cette maladie chronique, qui touche donc 10% des femmes en moyenne. Et côté Norvège, il y a une taxe de séjour inédite contre Airbnb qui vient d'être votée pour son marché locatif. Troisième. C'est bien aussi. Et c'est pas mal aussi, on va pas se mentir. Non, mais là, voilà. Ah, mais je me doutais de cette réponse. Ouais, c'était facile. Troisième et dernière question, Mathilde, tu préfères que le Sénat réintroduise l'interdiction de la publicité et des pénalités dissuasives contre les enseignes d'ultra fast fashion Chine et Temu, ou que l'Indonésie suspende l'exploitation de projets miniers menaçant des centaines d'hectares de forêt au nom de l'écologie? Donc on est sur un truc français, de mode, ultra fast fashion,
face à l'Indonésie. Disons que je vais Avec prendre des projets l'Indonésie miniers. parce que je pense qu'il faut agir à la cause. À la racine. Voilà, à la racine. C'est-à-dire que... ouais, voilà. Maintenant, les deux... Mais si c'est des actus réels, les deux vont être faits, donc voilà, je suis bien contente. Mais, Ça veut dire que tu scrolles sur Chine et Temu le soir quand tu te couches. Tu peux nous le dire. Non. En plus, même pas. Non, moi, mon délire quand je dors, c'est de regarder, avant de dormir, c'est de regarder des vidéos de gens qui font du surf parce que ça me terrifie et en même temps, je trouve ça hyper apaisant de voir des gens qui font du surf. Voilà. Ça pourrait être peut-être ta prochaine activité sportive. Non, j'ai clairement passé l'âge. Bon, pour info, en tout cas, le Sénat il a bien réintroduit pour Chine et Temu l'interdiction de faire de la publicité ainsi que des pénalités sur leur score environnemental lorsqu'il est trop bas. Et pour l'Indonésie, elle suspend dans l'un de ses archipels l'exploitation du nickel, métal rare. Ça fait suite à des vidéos d'entreprises détruisant la jungle révélées par Greenpeace. Mathilde, on arrête les dilemmes et on rentre dans la deuxième partie de cette interview, plutôt branchée sur les luttes actuelles. Mais avant ça, je voulais savoir comment tu fais, toi, en tant qu'historienne de gauche, pour garder ta crédibilité scientifique tout en étant engagée politiquement. C'est-à-dire comment tu fais pour politiser l'histoire sans la rendre militante, pour pas tomber dans les mêmes travers que le cours d'en face, quelque part. Alors, il y a plusieurs questions dans ton truc. Oui. Première chose, oui, d'abord, je le dis, ce qui est plus honnête que de ne pas le dire. Parce que voilà, j'ai jamais entendu... Pierre Nora, par exemple. Ouais, Pierre Nora. Qui d'ailleurs nous a quittés il y a quelques jours. Ouais, bon, on va pas pleurer. Et non, mais c'est vrai qu'ils disent, bah voilà, moi je suis un gros libéral et puis j'en ai pas grand-chose à foutre des droits des femmes, mais je vais vous faire quand même une histoire de la Troisième République. Forcément, si on disait les choses comme ça, on regarderait différemment. Bon, moi je dis, ok, je suis à gauche, je suis du côté de ceux qui luttent et de ceux qui sont dominés. Mais voilà, il y a une forme d'honnêteté. La deuxième chose, c'est que l'histoire, c'est une méthode. Hein. Donc, moi, quand je fais des recherches ou quand je fais du travail qui est plus un travail de synthèse, hein, dans un bouquin comme On s'est battu pour les gagner ou Rage Against the Machisme, je fais un travail qu'on dit de seconde main, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui viennent de moi. Dans On s'est battu pour gagner, moi j'ai travaillé sur le droit de pétition, j'ai travaillé sur la garde nationale, on le sent dans le bouquin. Quelqu'un d'autre que moi aurait pas pu faire exactement la même chose. Ta thèse d'ailleurs sur la garde nationale. C'est ma thèse, ouais. Mais évidemment, il y a d'autres choses, c'est pas ce sur quoi j'ai cherché. Et quand je fais de la recherche, voilà, j'ai une méthode, j'ai une discipline, j'ai une éthique en fait. C'est-à-dire que je ne m'appuie que sur des choses, quand c'est des ouvrages d'autrui, enfin voilà, qui sont reconnus comme sérieux par la communauté historique et académique, qui s'appuie sur des sources, qui s'appuie sur une historiographie récente. Et quand je cherche, je prends des sources, je les confronte, je ne sélectionne pas de sources. Parfois c'est pas évident, hein, quand on est militante et qu'on travaille sur un sujet, ce qu'on trouve ne correspond pas à ce qu'on aimerait trouver. Nos biais cognitifs. Donc, d'où d'ailleurs l'importance, c'est-à-dire que moi je sais que naturellement je risque d'être du côté des féministes. Et là je me dis, bon allez, non en fait, attention à ça. Voilà. Donc, je pense que c'est absolument pas incompatible. Enfin, Michel Perrault, si on parle de l'histoire des femmes, hein, c'était une militante féministe. Ça l'a pas empêché d'être l'une des premières et l'une des plus grandes en histoire des femmes. Hobsbawm, qui est un très grand historien anglais, était marxiste et ne s'en cachait pas. Donc, en fait... c'est nouveau aussi, cette espèce de truc... de tour de passe-passe presque de la modernité. Ouais, alors ça existait avant. Hein, c'était parce qu'il y a eu plein de moments dans l'historiographie de la Révolution française. Il y avait tous les marxistes. Enfin, on disait marxiste, c'est plus compliqué quand on regarde dans le détail, et qui s'opposaient. Enfin, le combat Furet et ah merde, je retrouve pas le nom de l'autre là, mais non, mais ça va. En plus, j'avais pas des bons profs d'histoire, je l'ai dit. Non, mais ça va me revenir. Bon, c'est pas grave. Vauvel, voilà. Et voilà, Furet, c'était un libéral de droite. Vauvel était un marxiste, sauf que Vauvel finalement était plus honnête. Cela étant dit, alors pas dans les derniers, mais les premiers textes de Furet. Moi, je lis des historiens de droite. Je sais ce qu'ils pensent, mais s'ils font un travail historique sérieux, documenté, etc., mais j'apprends plein de trucs.
Alors, cette clarification étant faite, Voilà. un sujet important, on sent que le vent tourne en Occident, hein, l'histoire, la vérité aussi, c'est devenu des enjeux politiques majeurs. Le révisionnisme fait rage. En France, certains affirment qu'Hitler, Mussolini étaient des gens de gauche. Aux États-Unis, Donald Trump attaque des musées pour imposer sa lecture coloniale. Tout ça nous montre la dimension quand même très politique de l'histoire. Comment on lutte face à cette réécriture ? Comment tu t'y prends, toi ? Comment vous y prenez en tant que collègue pour lutter contre ça ? Vous faites des plateaux télé, vous écrivez des bouquins, il n'y a pas de recette miracle. Comment vous organisez ? C'est pas facile en fait. C'est pas facile. Il y a plusieurs pans. D'abord, il y a un pan de vigilance. Et d'ailleurs, depuis 2005, a été créé ce qu'on appelle le comité de vigilance des usages publics de l'histoire. Et dont tu fais partie. Oui, dont je fais partie. Et qui fait très attention à ça. Il y a tout ce qui relève de la déconstruction et de la dénonciation des erreurs historiques. Alors moi, ce que j'ai fait avec Pauline Ducré, Florian Besson et Guillaume Lancereux sur le Puy du Fou, on a écrit le Puy du Faux. On l'a fait avec un collectif, on était une vingtaine d'historiens en sortant un bouquin qui s'appelait Zemmour contre l'histoire, où on a justement montré non seulement pourquoi ce que racontait Zemmour était faux historiquement, mais pourquoi c'était dangereux politiquement et comment il utilisait en fait le passé au service de ces haines du présent. Et il y en a d'autres qui le font. Donc voilà, il y a ce travail qui est fait. Après, ce qui me semble, mais je ne suis absolument pas la seule à le faire, important, c'est de proposer autre chose. C'est-à-dire que parce que on fait de la recherche, évidemment, c'est essentiel, mais la recherche académique telle qu'elle est produite, elle n'est pas lisible pour le grand public, parce que de toute façon, elle n'est pas faite pour être écrite pour le grand public. Comme la plupart de la recherche d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut trouver un moyen faut des passeurs et des passeuses qui fassent passer, alors certains disent vulgarise, d'autres aiment pas ce terme parce qu'il y a vulgaire. Moi, j'ai rien contre, mais je sais qu'il y a des débats là-dessus. Vulgaire est acceptable. Oui, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on appelle l'histoire publique, en fait. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur un travail scientifique, mais on le transforme de telle sorte qu'il touche un public plus large, ce qui implique d'écrire différemment, ce qui implique aussi d'utiliser d'autres médias qui peuvent être des podcasts, qui peuvent être des vidéos, qui peuvent être plein de choses. Enfin, quelqu'un comme Nota Bene, Benjamin Briot, fait un travail absolument considérable pour faire passer l'histoire scientifique de façon publique. Il fait un très bon travail d'histoire publique. Donc, il y a ça. La difficulté, c'est que on n'a pas la force de frappe d'un Berne sur le service public. Moi, je suis très choquée que le service public ne donne la parole à des faussaires de l'histoire de ce type. Alors peut-être il est doué, mais enfin, on en trouve des tout aussi bons et des tout aussi bonnes que lui. Donc, un certain goût pour l'écran, pour la caméra. Oui, mais il y en a d'autres. Enfin, je veux dire, justement, Manon Bril, Benjamin Briot, ils savent le faire. La preuve, ils le font très bien. Donc pourquoi pas leur donner ça ? Après, voilà, le problème, c'est que tous les autres chaînes, là, qui sont pas publiques, on sait dans quelles mains elles sont, et c'est pas des historiens, des historiennes sérieuses, et encore moins de gauche qui s'expriment. On parle de révisionnisme, mais je voulais aussi qu'on parle de Gaza. La mobilisation est grandissante depuis quelques mois. Le choc de l'horreur renforce aussi la mobilisation. Peut-être aussi des actions directes, comme la flottille de la liberté, pour la liberté, arrêtée il y a très peu de temps par Israël, avec à son bord l'eurodéputé Rima Hassan et la militante Greta Thunberg. Incarnée par la lutte par des figures fortes, ça marche. Et est-ce que ça a marché par le passé aussi ? Est-ce que c'est une méthode pertinente pour réussir à mobiliser ? Oui et non, ça dépend des périodes. Alors c'est sûr que l'ère médiatique aide à la personnification. On avait le sentiment là que notamment dans les manifestations qui ont été menées il y a très peu de temps vis-à-vis de la flottille, il y a quand même beaucoup de monde dans les rues parce que des figures françaises qu'on connaît bien, qui sont identifiées, y étaient. Je ne sais pas si c'est ça. De toute façon, alors moi à l'inverse, J'y étais hier à République, et c'est vrai que ça faisait du bien parce qu'il y avait vraiment du monde. Il n'y a pas... Pour avoir fait des manifestations en soutien palestinien depuis très longtemps, franchement, les manifs dans les années 90, les manifs de 2014 étaient beaucoup plus fournis. Et ça, je ne pense pas que c'est lié au fait que les gens sont moins mobilisés pour la cause des Palestiniens, mais deux choses. D'abord, un matraquage médiatique qui a quand même été vachement documenté
Paracrimed, Arrêt sur image, il y en a plein qui l'ont montré, qui fait que c'est pas, ça n'aide pas assez clair, alors que la couverture médiatique était beaucoup moins désastreuse auparavant. Et d'autre part, une peur réelle de la répression policière. Les premières manifs Gaza, elles étaient toutes interdites. On tournait autour du lieu qui devait être le lieu de rassemblement, mais qui était occupé par des CRS. Et les gens ont peur d'aller en manif maintenant. Donc moi, hier, j'étais contente parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Malgré la militarisation, malgré le danger. Ouais, je pense qu'il y a aussi un moment, c'est plus possible, quoi. Il y a un côté, de toute façon, on voit ça aussi dans l'histoire des mouvements sociaux. Il y a un moment, ça bascule. Il y a une goutte d'eau qui fait déborder un vase. C'est réel, mais bon, quand on voit les foules à Londres, quand on voit aux Pays-Bas, on est petits joueurs. Moi, il y a des fois, Pourtant, on pourrait croire qu'on a une culture de la mobilisation et de la manifestation. Ça fait des décennies qu'on s'en prend plein la gueule, qu'on a forcément des proches qui ont été blessés quand on est militant dans des manifs, et parfois des blessures graves. On sort plus manifester avec les enfants. Moi, quand je manifestais vers 30 ans, j'y allais avec mon petit. Maintenant, plus personne va en manif avec des mômes, donc t'en enlèves un des deux qui garde le môme. Les vieux, ils vont plus. Parce que moi, franchement, j'étais bien contente que ma mère, mon père soient pas en manif, parce que s'il y a une charge, ils sont dans quel état? On repensera à Geneviève Leguet. Voilà, c'est ça aussi. Sur ton compte Instagram, Mathilde, justement, il y a des dizaines et des dizaines de pancartes de manifs. Ouais. On voit que ça te passionne. Il y a des pancartes sur Gaza, des pancartes sur le féminisme. On sent une passion slogan, quand même. Et d'ailleurs, on le voit dans ton dernier livre. On en a sélectionné quelques-uns. En mai, fais ce qui leur déplaît. Rotaillot, lâche le voile, mets les voiles. Et ou encore Stop au wokisme, écrit comme le nom de l'élu républicain Laurent Wauquiez. Celui-là est quand même assez exceptionnel. Il est très très bon celui-là. Tu prends ces photos juste pour le kiff ou il y a un côté archive? Alors ça dépend. Il y a plusieurs choses. Les slogans féministes, je les prends en photo parce qu'après je les donne pour archivage à la bibliothèque Marguerite Durand, dans un souci de constituer un fonds photo et un fonds pour connaître les slogans des manifestations. Moi-même, pour travailler sur ces mouvements-là, c'est très utile d'avoir ce type de fonds. Donc, je les prends même de façon... j'essaie de les prendre le plus possible. Je suis hyper chiante en manif, je parle pas aux copains, je vais prendre des photos, voilà. Et si je te croise en manif, je viens pas te voir, alors? Je dis bonjour, mais en fait, j'ai vraiment... Et puis, comme je me suis mis d'accord avec la bibliothèque Marguerite Durand, je le fais avec le plus de sérieux possible. Deuxième chose, ça fait 3-4 ans, maintenant c'est fini, mais où j'avais un projet de recherche sur la façon dont les révolutions du passé, donc les révolutions sur lesquelles je travaille, du 19e siècle, se retrouvent dans les slogans contemporains. Et donc, je prenais systématiquement tous les collages, graffiti et pancartes qui citaient un mouvement révolutionnaire ou un mouvement social antérieur, parce que c'était mon travail, c'était mon dossier de recherche. Là, ça y est, j'ai publié un article là-dessus, j'ai fait plusieurs communications, donc ça c'est... Mais là, j'avais... c'est-à-dire que dès qu'il y avait une référence à la Commune en général, à mai 68, à la Révolution française à partir des Gilets jaunes, là, je prenais en photo parce que je constituais mon propre corpus de recherche. Et le troisième truc, c'est que moi, en fait, je suis fascinée par la poétique et la politique de ces slogans, par l'ironie. C'est extraordinaire, c'est boostant. Et à quatrième truc, en fait, la diffusion de ces slogans participe du militantisme, c'est-à-dire que depuis qu'il y a les réseaux sociaux, diffuser des slogans permet de faire circuler ces slogans, permet de parler de la manifestation et donc est une façon de militer. J'arrivais même pas à embrayer parce que j'aurais adoré qu'on puisse en parler davantage. Il y a aussi pas mal de questions sur l'Union de la gauche, mais malheureusement, on manque de temps. Ce sera peut-être l'occasion d'un. Tu vois, j'avais dit que j'essaierais de pas trop parler, mais mais écoute, difficile. En même temps, c'est passionnant et c'est le plaisir qu'on a de t'avoir. On se rapproche donc de la fin de l'émission, Mathilde, et c'est là que je sors ma boule de cristal pour imaginer 3 scénarios pour ta vie future. C'est un peu le travail inverse de celui d'un historien.
Mathilde, nous sommes en 2032 et tu viens de publier Déconstruire l'histoire pour reconstruire la République, best-seller immédiat dont les ventes sont propulsées par la victoire de Marine Tondelier au présidentiel et de Clémence Guettet à Matignon. Le livre sera sujet du bac d'histoire 4 ans d'affilée, malgré le courroux de la Fondation pour la pensée de Patrick Buisson, soucieuse de préserver les idées fertiles d'un homme qui s'est toujours battu contre la bête immonde du communisme. Tu es ensuite élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Oh non. Tu t'y rends en Doc Martens, troué et avec un t-shirt avec écrit « Neutralité, mon cul ». Stupeur dans l'assemblée, les académiciens en tweed s'évanouissent, les monocles roulants sur un parquet en acajou fraîchement verni. Grâce à ton influence, les manuels scolaires évoluent et une série Netflix, Les Révoltes de la République, dont tu es conseillère historique, bat des records d'audience. Puis vient le Zénith, le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire dont tu fais partie, devient un organe de consultation de l'exécutif sur les questions d'immigration et de colonisation. Putain, ce serait cool. Ou bien Mathilde, excédée par le fait d'expliquer pour la 15e fois que non, la Commune de Paris n'était pas une garden party de wokistes, tu t'engages de nouveau en politique. 15 ans après ton engagement au parti de gauche, tu rejoins une nouvelle coalition de gauche radicale reliant France Insoumise, militants écolos radicaux, anarcho-syndicalistes même. Pendant la campagne municipale, plutôt que des tracts, tu distribues des fiches de vulgarisation historique, comme celle-ci, Petite histoire de la matraque en période électorale. Idée phare du mouvement, un ministère de la mémoire populaire, c'est ton idée, dont le slogan se veut parfaitement l'art et rien, une mémoire qui dérange est une mémoire en bonne santé. Ou alors, dernier scénario, Mathilde, épuisé T'as vu par la musique, j'ai peur. Eh oui, c'est un scénario un peu plus absurde. T'es épuisé par les polémiques, les débats criards, les médias saturés, des dictocrates. Et donc tu claques la porte de l'université des plateaux pour te reconvertir en céramiste à Uzès. Pourquoi pas. Après 50 ans à Paris, c'était le moment pour toi de quitter la capitale, quand même, et de déconstruire ton rapport à la ville comme tu le fais avec l'histoire. Tu fabriques des bols, avec des citations de Louise Michel gravées dessus, et des mugs avec écrit « Je peux pas, j'ai barricade ». J'adore. Voilà tes 3 scénarios. Mathilde, lequel te semble le plus crédible ? Le deuxième. Le deuxième ? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement ? C'est le côté... le deuxième, c'est celui qui était catastrophique. Donc c'était le côté... C'était le côté où tu pars sur des campagnes municipales, ministère de la mémoire populaire. Ouais, mais s'il y a ministère de la mémoire populaire, ça veut dire qu'on a gagné aussi. Ouais. Mais c'est que j'ai pas envie d'aller à... Même si je suis en doc et en t-shirt, j'ai pas envie d'aller à l'académie. Ah, je peux comprendre. C'est une autre ambiance. 10 minutes pour sauver le monde, 6e épisode me semble-t-il, rideau. Merci Mathilde Larère d'être passée au micro de So Good. On a passé un chouette moment. On te retrouve évidemment dans l'enseignement à Sciences Po Paris et puis à l'université Gustave Eiffel. Un prochain, peut-être pas bouquin, mais là tu bosses sur donc une deuxième thèse, c'est ce que tu nous disais. Ouais, je fais mon HDR. Ton HDR qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas... C'est la deuxième thèse pour devenir prof. Pour devenir prof. Ouais. Enfin, je suis déjà prof, mais c'est les grades, rang A, rang B. C'est pour monter au grade suprême de la fonction publique. Non, c'est surtout parce que j'ai envie de diriger des jeunes doctorants et doctorantes qui font leur thèse et là pour l'instant je co-dirige. Tant qu'à faire, autant que j'y aille franco. On a hâte que tu diriges Mathilde. Merci à toi d'être venue. Merci également à Eleonore Terry et Victoria Lemaire. Je vais arriver pour la préparation et puis à Haute-Sainte merci pour la réalisation. Merci à tous. Et merci à toi pour les questions évidemment. Et pour les scénarios qui m'ont bien fait rigoler. On se retrouve la semaine prochaine. C'est une idée, les tracts en histoire. Peut-être que ça peut t'inspirer. Peut-être que tu peux en faire quelque chose. Ouais. C'est le seul objectif de la poétique fiction. J'aime bien. Nous nourrir. Et donc on se retrouve la semaine prochaine les amis pour un nouvel épisode. Salut. 10 minutes pour sauver le monde.